Dans un instant, votre chaîne de l'excellence vous donne l'heure. Victoire FM. Il est 7h. De Kanigandre. Vendredi 19 décembre 2025, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'auditeur actualité de ce jour. Au sommaire de l'actualité, transfert de fonds monétaires à 700 000 personnes vulnérables au Togo. Ce programme du gouvernement togolais a été lancé hier dans la préfecture d'Aguenivé, détail dans cette édition. Également dans l'actualité, l'apport du savoir-faire de la jeunesse dans la politique au Togo. 28 jeunes formés à l'école des jeunes politiques ont reçu hier leur certificat de réussite pour servir sur le terrain. Une initiative de l'association NADAF. Jidas Adjakuto pour le menu de la partie débat de cette édition. Bonjour Jidas. Bonjour Anani Kofi et Vidrako. Pourquoi c'est le portrait du président du Conseil qui est présent, visible dans toutes les administrations et non celui du président de la République, Jean-Lucien Sanvi de Tové. L'ANICE lance le débat à travers un courrier solennel en date du 1er décembre dernier adressé au président du Conseil. Pourquoi cette sortie en ce moment, la 5e République toujours contestée? Est-ce une contestation d'actualité où les organes prévus par la nouvelle constitution se mettent progressivement en place, la vie chère et le lancement d'un nouveau programme de filets sociaux hier à Aguenivé? On parle de novice acte 2 où plus de 700 000 personnes vulnérables seront bénéficiaires. Ces sujets, d'autres seront évoqués avec notre invité. Il s'agit de M. Manti Kwame Nicolas. Il est secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques du parti Orange, Alliance nationale pour le changement. Et ce sommet sera de notre deux numéros pour vous, auditeurs, auditrices qui nous suivez actuellement. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour participer à ce débat au moment opportun. Le journal Vidrakou Anani. Lancement officiel hier à Aguenivé 4 du programme de transfert monétaire pour 700 000 personnes vulnérables au Togo, porté par le président du Conseil. Ce programme s'inscrit dans le renforcement de la politique sociale du gouvernement. Quelques précisions sur la gestion de ce fonds et les critères de sélection des bénéficiaires avec Mazalo Katanga, directrice de l'ANADEB. Pour une meilleure structuration de cet accompagnement, de cet appui pour la lutte contre la pauvreté dans notre pays, le 17 décembre, la politique nationale de protection sociale a été validée par le gouvernement togolais. C'est un vaste programme qui couvre toute l'étendue du territoire. C'est tous les Togolais, toutes les Togolaises qui remplissent les critères de vulnérabilité qui vont être identifiés de façon objective et être accompagnés. Et c'est donc partir depuis hier pour ce transfert monétaire avec une simulation marquant le lancement officiel de l'opération. Et c'est la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Blamba Johnson, qui l'a fait au nom du président du Conseil. On l'écoute. Ce programme vise à améliorer la situation socio-économique des ménages vulnérables et leur résilience au choc, la création de l'emploi, surtout en faveur des jeunes vulnérables, et le renforcement de l'optimisation des dites populations vulnérables dans un cadre de consultation et d'innovation de la protection sociale au Togo. La présente cérémonie vient concrétiser une fois encore l'engagement de la politique d'inclusion du président du Conseil, son Excellence, M. Faure Essos-Vina Nyassingbe, qui a réitéré dans son discours sur l'état de la nation le 2 décembre dernier, devant le Parlement réuni en congrès, l'engagement du gouvernement à protéger la population togolaise, l'engagement du gouvernement à étendre les filets sociaux de base et à renforcer la résilience des communautés. J'exhorte donc tous les acteurs impliqués à faire en sorte que les fonds atteignent effectivement les bénéficiaires en toute sécurité et avec dignité. À vous concitoyens bénéficiaires, je voudrais dire que ceci n'est pas une aide ponctuelle. C'est une étape vers un filet social plus durable et inclusif. Je vous exhorte donc à faire une utilisation judicieuse des fonds et à développer des comportements résilients pour faire perdurer les effets de ces appuis dans nos ménages. Vous venez d'écouter à l'instant la ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil, Sandra Blamba Johnson, propos recueillis auprès de nos confrères de la télévision
national et de la politique monétaire. Parlons de la jeunesse dans la politique au Togo. 28 jeunes ont reçu leur certificat de réussite hier à Lomé après 3 mois de formation à l'école des jeunes politiques. Une formation organisée par l'association Nouvelle Alternative pour le développement durable en Afrique, NADAF, et ses partenaires. Initiative saluée par les récipiendaires dont nous écoutons leur porte-parole Azemino David Doutier-Ani. C'était une formation assez rude, car chaque semaine on avait de nouvelles notions, des partages d'expériences de grands hommes comme son excellent M. Kofigo, Honorable Adjamagbo et tant d'autres. Cette formation a été beaucoup riche, car ces partages d'expériences par le père a été vraiment fructueux et a aiguisé notre idée de la réalité. C'était de vrais témoignages, pas les rondis, de vrais témoignages face à face. Après cette formation, je me suis rendu compte de notre rôle, surtout de nous, la jeunesse, qui sont la majorité de la population. Nous, la jeunesse, si nous devons développer ce pays, ça passera par nous, car la jeunesse est le levier de tout pays. Après cette formation, je peux parler ou discuter avec les maires, pas pour critiquer leur politique, mais pour améliorer, faire des plans d'amélioration sur certains secteurs, car je fais partie de la population. Et comme dit, sont plusieurs acteurs politiques des années 90 qui ont outillé les 28 jeunes récipiendaires, et la cérémonie de remise de certificat de réussite hier a été enrichie d'un débat intergénérationnel sur l'engagement politique des jeunes. Débat animé par le sénateur Adrien Bele, qui a été président de la CPP, la députée Brigitte Adjamagbo Johnson de la DMP et du sénateur Maître Joseph Kofigo, ancien premier ministre du Togo. Suivons les tour à tour dans ce télémaçonnement. Je voudrais saluer l'initiative de cette association. J'avais déjà participé à cette initiative à leur siège et discuté avec les jeunes. Je vois aujourd'hui que beaucoup de jeunes ayant participé à cette initiative, à cette école, comprennent qu'il ne faut pas attendre que les gens viennent vers eux, mais plutôt de participer à la gestion des affaires publiques. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de jeunes ont fait des témoignages sur ce qu'ils ont appris, la compréhension qu'ils avaient de la politique et la compréhension qu'ils ont aujourd'hui. Le plus important, c'est qu'ils traduisent dans les actes qu'ils vont poser cette compréhension pour l'émergence de la jeunesse au Togo. Très belle initiative qu'il faut poursuivre pour convaincre d'abord les jeunes qu'ils doivent s'engager en politique, pas pour les intérêts personnels, les intérêts immédiats, mais pour l'intérêt général dont ils pourront profiter individuellement par la suite. Notre pays doit changer. Le futur est incertain. Un pays dans lequel il n'y a aucune perspective pour les jeunes. Mais il n'y a que les jeunes pour le changer et faire du Togo un Togo libre, prospère, dans lequel nous partageons tous nos ressources équitablement. Extraordinaire, parce que généralement on entre en politique sans formation. Nadal fait en sorte que maintenant les jeunes peuvent acquérir une formation, ils peuvent être aguerris, ils peuvent comprendre le fonctionnement de l'État, nos lois, la Constitution, etc. Et surtout pour comprendre la gouvernance locale et aussi comprendre la nécessité d'un engagement citoyen pour pouvoir contribuer à l'avancement du pays. Et vous venez de les écouter tour à tour. Le sénateur Adrien Bele, qui a été président de la CPP, la députée Brigitte Adjamagbo Johnson de la DMP et le sénateur Maître Joseph Kofigo, ancien premier ministre du Togo. Écoutons à présent Bernard Bokondien, il est coordinateur de l'association NADAF sur les objectifs de leur initiative. L'école des jeunes politiques, la promotion 2025 a commencé en décembre 2024 avec un appel à manifestation d'intérêt publié sur nos canaux digitaux, invitant les jeunes de 18 à 30 ans qui aspirent à participer à la gouvernance de leur communauté et contribuer au développement de celle-ci de s'inscrire. Nous avons reçu des dossiers que nous avons évalués et c'est après cette évaluation que nous avons sélectionné les dossiers qui nous semblaient pertinents pour pouvoir suivre ce parcours. Et ces jeunes ont commencé leur parcours en janvier 2025 avec la première cohorte. Chaque cohorte durait 3 mois avec une pause. Donc à l'issue de l'année, nous avons eu 3 cohortes. Les 3 cohortes représentaient 45 étudiants sélectionnés. Et sur les 45, 28
ont pu terminer le parcours parce que c'était exigeant et c'était difficile. Et ce sont ces 28 là qui ont reçu leur certificat et leur attestation de réussite aujourd'hui. L'école politique des jeunes, c'est le débat intergénérationnel. Ces jeunes doivent avoir une compréhension de ce que les aînés ont commencé. Et nous devons créer un pont entre les aînés et ces jeunes aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons invité le Premier ministre Kofigo, nous avons invité l'ancien ministre des droits de l'homme, nous avons invité le président du CPP, M. Beliki, nous avons invité le professeur Wolu, ancien candidat à l'élection présidentielle, et toutes ces personnalités sont venues échanger, partager leur expérience avec ces jeunes. Le journal Vidrakou Anani. Et nous parlons de la santé. Le rideau est tombé depuis hier à Lomé sur la 14e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. Rapport 2025, l'événement a réuni du 16 au 18 décembre les représentants gouvernementaux, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers pour trouver des solutions et réponses à la réduction des financements internationaux en santé reproductive en renforçant les ressources internes des pays. Marie Ba, directrice de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Le message qui se dégage à Lomé est clair. La durabilité de nos progrès passera par une appropriation nationale renforcée et par une accélération résolue du financement domestique. Les discussions ont mis en lumière des stratégies concrètes et complémentaires, la sécurisation des lignes budgétaires nationales, l'intégration des DSSR dans la couverture sanitaire universelle, une implication accrue des collectivités territoriales, l'amélioration de l'efficience des dépenses publiques, la mobilisation... Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, merci beaucoup à Nani Kofi Vidrakou pour la première partie consacrée à l'actualité. Nous sommes reçus sur la 96.3 Tokyo Habitat à Lomé et sur d'autres plateformes digitales, le www.victoirefm.com ou bien 903 si vous êtes abonné de Bouquet Canal Plus. Notre invité, on l'avait annoncé dès la prise de l'antenne, c'est M. Manti Kwame. Il est secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques de l'Institut national pour le changement, le parti de Jean-Pierre Fabre. La formation politique qui vient de réagir récemment dans une lettre d'interpellation solennelle pour violation de la Constitution controversée, dit le parti de la 5e République et usurpation des attributs de la fonction du chef de l'État. Le parti dit ne pas comprendre aujourd'hui le portrait du président du Conseil dans toutes les administrations, dans tous les lieux publics. Normalement, cette photo ne devait pas figurer, c'est celle du président de la République. Le parti revient aussi sur quelques anomalies dans la constitution de la 5e République et d'autres sujets seront menus de l'entretien avec notre invité, M. Manti, qui est déjà avec nous. M. Manti Kwame, bonjour. Bonjour, M. Gildas. C'est avec plaisir que nous répondons à votre invitation. Un plaisir partagé. J'en profite pour faire un coucou à vos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci. Parce que vous allez bien. Oh non, je vais bien. Oui. Ainsi que le parti ANC. L'ANC va très bien. C'est pas très bien. Monsieur Manti, l'année 2025 tire progressivement vers sa fin. Bientôt, c'est l'année 2026, c'est une nouvelle année. Mais sur le plan politique, globalement, pour cette année 2025, quel bilan peut-on faire, vous en tant qu'acteur politique, globalement, sur les 12 derniers mois au Togo? Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'ANC, comme je viens de le dire, va bien. Il faut dire que déjà, l'année qui finit, l'année 2025 qui finit, a été marquée par les élections municipales auxquelles l'ANC a pris part. Mais entre-temps, alors qu'on était dans les préparatifs de ces élections, le gouvernement togolais, à travers une assemblée hors mandat, a procédé au changement de la constitution que les Togolais ont adopté dans leur grande majorité en 1992.
Et ce processus qui a conduit au changement de la Constitution est d'abord anticonstitutionnel. Parce que les parlementaires qui ont voté pour changer cette Constitution n'avaient plus le mandat pour le faire. Il faut savoir que la Constitution de 1992 avait donné 5 ans de durée d'un mandat du Parlement. Et donc 5 ans plus 1 jour, vous n'avez plus le mandat. C'est vrai qu'il y a une disposition qui dit que ces députés restent en place. Ça voudrait dire, vous gardez la maison. Vous gardez la maison. Vous n'êtes plus propriétaire de la maison. Les nouveaux propriétaires arrivent, mais vous gardez la maison. Cela ne vous autorise pas à la vendre. C'est ce que cela signifie, en termes terre à terre. Malheureusement, ils ont vendu cette maison, et donc c'est anticonstitutionnel. Voilà. Et donc, cette condition, malheureusement, elle a été mal ficelée. Nous aurons l'occasion de revenir sur les différents aspects qui ne font pas de ce texte-là une loi fondamentale. Et donc, l'ANC, qui a eu vent de ces manœuvres un peu acrobatiques, a alerté tout de suite l'opinion nationale et internationale. Et donc, l'ANC, avec d'autres formations politiques et des associations de la société civile, a lancé des manifestations pour contester d'abord la procédure et la Constitution elle-même. D'où, jusqu'ici, nous sommes toujours dans la contestation de cette 5e République. Donc, nous étions en train de contester cette Constitution quand les élections municipales que nous préparions en amont du 17 juillet dernier sont intervenues. Malheureusement, certains Togolais qui avaient mal compris notre positionnement ont appelé au boycott de ces élections et ajouté aux fraudes massives orchestrées par le parti au pouvoir. Ça a donné des résultats que tout le monde connaît. Donc l'ANC a pris part à ces élections. C'est vrai, nous n'avons pas eu assez d'élus comme en 2019, mais c'est dû au fait que des gens ont appelé au boycott. D'autres, c'est-à-dire le parti au pouvoir, a augmenté sa cadence de fraude, mais aussi parce que nous n'avons pas présenté assez de listes. Les gens disent que nous avons reculé. Oui, nous avons reculé parce qu'il y a tout ceci qui y a contribué. Donc au-delà de ça, selon vous, c'est cette nouvelle constitution qui est le fait majeur qui a marqué cette année 2025 au Togo. Mais au niveau de l'ANC, c'est vrai, vous avez participé à ces locales du 7 juillet, malgré vous, selon votre parole. Le parti a 15 ans cette année. L'année prochaine, il sera 16 ans parce que vous avez vu le jour 10 octobre 2010. 15 ans de lutte, 15 ans de bataille sur le plan politique. Monsieur Manti, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez au moins atteint l'espoir, Vous avez au moins suscité l'envie des Togolais, la ténance que vous avez tant annoncée aux Togolais. 15 ans sur le landerneau, dans le landerneau politique togolais, que peut-on retenir rapidement? Non, nous n'avons pas encore réalisé l'alternance qui est notre objectif ultime. Non pas par notre faute, mais par la faute de ceux qui dirigent ce pays, qui sont réfractaires à la démocratie et à la transparence des élections. Et donc, c'est pas parce qu'ils ont cette posture-là que nous allons baisser les bras. C'est pour cela que nous affirmons, chaque fois que nous avons l'occasion, à l'opinion nationale et internationale, que nous ne baisserons jamais la garde. Quelles que soient les manipulations, les stratégies mises en place pour nous faire abandonner la lutte, cela n'arrivera pas. L'ANC est toujours d'attaque et nous irons jusqu'au bout. Je le dis souvent, nous avons besoin du peuple. Le peuple aussi a besoin de nous. Nous nous battons pour sa liberté et nous y arriverons. Nous avons la conviction et notre lutte, elle ne peut pas connaître un échec juste parce que
des gens refusent de céder le pouvoir. Parce que quand un chef d'État dit « Papa nous a dit de ne pas laisser le pouvoir », vous comprenez ce que cela signifie. Et ça justifie ces manœuvres qui ont conduit au changement de notre constitution nuitamment. Vous voyez? Et c'est absurde. Et je me demande si ces gens-là aiment vraiment le tout. Et vous venez de le dire qu'elle est toujours d'actualité, la contestation de la 5e République. Oui. Ok. La preuve, le 1er décembre dernier, vous avez adressé un courrier à la présidente du Conseil. Vous avez dit beaucoup de choses dans ce courrier. Mais Monsieur Mati, d'abord, l'opportunité de ce courrier, avant de rentrer dans le contenu. Pourquoi cette démarche d'abord? Il faut dire que cette demande, non, cette lettre-là, la démarche elle-même, n'a rien à voir avec la légitimité de la Constitution en cours. Okay. Non. Nous contestons cette Constitution et nous contestons la 5e République. Ceci étant dit, il n'est pas normal que les gens continuent d'avoir cette attitude de fouler aux pieds les lois. Que la loi soit bonne ou mauvaise, c'est une loi. Et surtout que cette loi, la Constitution de la 5e, dite de la 5e République, a été voulue et adoptée par ceux qui la foulent aux pieds aujourd'hui. C'est inadmissible. Donc, c'était judicieux qu'on rappelle au président de la République, chef de l'État, son devoir de veiller au respect des lois de la République et au respect des institutions de la République. Même si cette constitution est mauvaise et illégitime. Mais les gens ne comprennent pas votre action. Du moment où vous contestez la constitution, bon, selon eux, vous devez vous taire peut-être sur ces actes-là. C'est comme si vous faites le travail à la place du président de la République aujourd'hui, à prendre ses responsabilités. Le devoir d'un homme responsable politique, c'est d'attirer l'attention et d'éveiller les consciences. Nous ne sommes pas d'accord avec cette constitution, mais nous n'allons pas accepter que les gens prennent par exemple des armes pour aller attaquer leurs voisins. Parce que nous sommes contre la constitution, nous allons nous taire. C'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est un coup d'État que le président du Conseil fait au président de la République. Dans quel sens? À travers ce portrait qui représente l'État dans les administrations publiques. Le garant de l'unité nationale n'est plus mis en avant dans les administrations selon vous, et vous parlez d'un président potiche. Vous savez, selon leur constitution, le Premier ministre, c'est-à-dire le président du Conseil des ministres, il est le président de la majorité de l'Assemblée nationale. Le président de la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Le président de la République, lui, il est le garant de l'unité nationale. Il garantit le bon fonctionnement des institutions. Et à partir de cela, c'est lui qui symbolise la convivialité entre les citoyens. Alors que le président du Conseil est, on peut le dire, je ne veux pas utiliser de gros mots, il est partisan. Voilà, je vais le dire comme ça. Il est partisan en ce sens qu'il est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc il est partisan. À partir de cet instant, la personnalité qui doit symboliser l'unité nationale, c'est dit dans la Constitution, est le président de
la République. Le garant de l'unité nationale. Parce que l'article 40 de cette Constitution dit, si je peux me rappeler, dit de façon claire que le président de la République est le chef de l'État. Il symbolise l'unité nationale. C'est ce que dit la Constitution de la 5e. À son article 40. À son article 40. Et donc, on ne peut pas comprendre que le chef soit là et que c'est son subordonné, le portrait de son subordonné qui est affiché dans les administrations publiques. Et je peux croire que même à la présidence de la République, c'est le portrait du président PC du Conseil qui y est affiché. Ce qui est vraiment grave. C'est très grave. Le chef est là. Et c'est son subordonné qui fait la loi. D'ailleurs, si vous avez vu la lettre que nous avons envoyée au président de la République, quand elle a été réceptionnée, il faut voir le cachet qui atteste sa réception. C'est dit présidence du Conseil. Courrier arrivé le 1er décembre 2025. Vous voyez? Donc, c'est la présidence à qui du vous Conseil avez adressé la note? Est-ce que au c'est président de la République que nous avons adressé la note. Et c'est atterri. Et ça veut dire que la présidence de la République n'a pas un cabinet, n'a pas un secrétariat. Je comprends pas. Parce que vous avez écrit bien à son excellence M. Jean-Lucien Sambi de Taoué, président de la République, chef de l'État, palais présidentiel Lomé. Exactement. Donc, ça voudrait dire que la présidence du Conseil, je ne sais pas, a mis sous éteignoir la présidente de la République et filtre ses courriers. Il transmet le courrier qui lui plaît au président de la République et garde celui qui ne lui plaît pas. Vous ne voyez pas que c'est très dangereux? Et vous demandez quoi au président de la République? De prendre ses responsabilités? De prendre ses responsabilités comme de reprendre ses attributs selon la Constitution? Comme l'a su bien dire cet homme politique français, Pierre Mendès France, qui dit, pour un homme politique responsable, la fonction crée le devoir. Même si notre constitution, cette constitution alambiquée, cette constitution illégale, dite de la 5e République, lui enlève au président de la République tout pouvoir, il garde quand même un pouvoir. Ce symbole de l'unité nationale. Ce symbole de l'unité nationale, le chef de l'État, le garant de la continuité de l'État et du bon fonctionnement des institutions de la République. À ce titre, le devoir l'appelle à être à la hauteur de prendre ses responsabilités. Vous pensez qu'il peut le faire aujourd'hui, arracher cette responsabilité entre griffes, dites-vous, M. Manti? Pourquoi pas? Mais il est président de la République. S'il ne peut pas le faire, s'il ne peut pas remplir cette mission, ça veut dire qu'il n'a pas sa place là-bas. Comment est-ce que ce président de la République, qui ne peut pas régler ce moindre problème, pourra-t-il régler des problèmes graves quand le pays sera en danger? Parce que là, j'ai l'impression qu'il ne sait pas que le pays est en danger avec cette 5e République. On éveille sa conscience pour qu'il s'engage publiquement à réparer tout ce qui ne va pas. Il est quand même le président de la République. Et je crois qu'il doit pouvoir, qui peut le moins, peut le plus. Donc il doit pouvoir régler ce petit problème-là.
J'ai lu entre-temps. Est-ce que c'est l'urgence de l'heure actuellement? Parce que j'allais aborder. Oui, parce que les gens estiment que là, non, faut pas. Qui dit que ce n'est pas l'urgence du moment, les gens ont faim, les gens sont malades, ils doivent se faire soigner, les enfants doivent aller à l'école. Si le portrait de Sambi de Tobé ou de Fonia Singbe est dans le bureau, bon, la dame du marché se dit, est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que c'est, et justement, c'est l'affaire de la dame quotidien? C'est justement l'affaire de la dame au marché. Ah. Oui, si le président de la République, parce que ça c'est un problème facile à résoudre. S'il ne peut pas le faire, comment pensez-vous qu'ils vont pouvoir s'occuper de votre santé? Ils ne pourront pas. Comment pensez-vous qu'ils pourront s'occuper de la scolarité de nos enfants? Ils ne pourront pas. Comment pensez-vous qu'ils pourront s'occuper de l'entretien de nos routes? Ils ne pourront pas. Et bien d'autres problèmes urgents qu'il faut résoudre. Ils ne pourront pas faire face aux djihadistes qui nous attaquent au nord. Parce qu'ils ne peuvent même pas résoudre le moindre problème. C'est très important. Et si nous ne comprenions pas les choses de cette façon-là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Le symbole parle beaucoup. Le symbole, son silence est fort. Ah, donc, il faut s'en occuper. C'est comme il n'y a pas longtemps, et je crois que c'est toujours d'actualité, des gens ont cru bon de dire que M. Gnassingbé Yagdema est le père de la nation togolaise. Sachant que c'est faux. Ce n'est pas parce que vous avez été président que vous êtes père de la nation. Non. Okay. Sylvanus Olympio n'est pas père de la nation parce qu'il a été président, mais c'est parce qu'il a lutté pour la libération de ce peuple. Rien que pour ça. Donc, M. Manti, aujourd'hui, jusqu'où l'ANC compte aller avec cette affaire? Si le président de la République ne réagit pas, si il est toujours resté sans parole, que comptez-vous aller faire après? Non, est-ce que nous irons faire quelque chose? Nous n'irons pas arracher les portraits dans les administrations de M. Faure Gnassingbé dans les administrations et les remplacer par les portraits de M. Sambi de Tobé. Non, mais ça permet au peuple de prendre conscience de la mentalité et de la capacité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. De l'importance qu'ils accordent au respect des lois et de l'amour qu'ils ont pour ce peuple. C'est très important, je crois. C'est juste pour l'histoire. Et les organes prévus par cette nouvelle constitution se mettent progressivement en place lors du dernier conseil, du deuxième conseil du premier gouvernement de cette 5e République. Au début de semaine, ces organes ont été rappelés, que ce soit au niveau de la ACT, de la Plusia ou d'autres organes qui ont des nouvelles nominations aujourd'hui. Monsieur Manti, quoi qu'on dise, diront certains, le chien aboie, la caravane passe. Oui, quand on dit que le chien aboie, la caravane passe, pour moi, ce n'est pas productif. Malgré les contestations... Le chien n'aboie pas pour le plaisir d'aboyer. Non. Mais c'est parce qu'il voit qu'il y a un danger qu'il aboie. Et si malgré ça, vous faites passer la caravane, c'est que vous n'avez pas une bonne conscience. Oui. Et quand les gens se plaisent à le dire, ça prouve tout leur désamour pour le peuple togolais. Vous comprenez ça? Tout ce qu'ils font, à mise en place de telles institutions, de ceci, de cela, ça nous amène où? Quand on est dans l'erreur, quand on est dans la négation du positif, je crois qu'il faut s'arrêter et réfléchir. Il faut que cette caravane s'arrête. Et si malgré nos alertes, elle refuse de s'arrêter, elle se fera arrêter.
Et le moment va venir où elle se fera arrêter. Oui. Parce que aussi c'est notre devoir de citoyens. La Constitution nous en donne pleinement le pouvoir d'arrêter des mauvaises caravanes. Est-ce qu'il y a un rapport de force aujourd'hui, du moment où tous les espaces sont restreints, pas de manifestations, difficile pour l'opposition de hausser le ton? Quelle marge de manœuvre avez-vous aujourd'hui? En réalité, il est difficile aujourd'hui pour les citoyens, pour les organisations de la société civile, les partis politiques, de manifester parce que tout est muselé, il n'y a plus d'espace autorisé pour le faire. Mais la volonté qui nous anime va ouvrir des brèches. Cette volonté qui nous anime nous conduira à coup sûr de trouver la clé qu'il faut pour arrêter cette caravane en sorcellerie. Et donc, nous avons grand espoir que nous y arriverons. Il y a eu dans le monde, vous pouvez lire l'histoire, où les gens se prenaient pour des dieux dans leur pays. Mais cela a eu une fin. Donc, chaque fois que les gens commencent par croire qu'ils sont au-dessus et que rien ne pourra plus leur arriver, ils tombent. Et ils vont tomber. Nous en avons bonne conscience. Si on n'était plus sûr qu'on allait pouvoir faire tomber cette dictature du RPT uni, il y a longtemps qu'on aurait abandonné cette lutte. Si nous persistons, c'est qu'on arrivera à bout. Et pour bientôt. C'est pour très bientôt. Okay. Autre sujet à évoquer, M. Manti, dans son adresse sur l'état de la nation le 2 décembre dernier devant le Parlement réuni à Congrès, le président du Conseil a fait beaucoup d'annonces et ce qui nous intéresse, c'est le cas des détenus politiques, même si des actions seront menées, tous ne bénéficieront pas de cette grâce du président du Conseil. Mais vous avez écouté sur la situation des détenus politiques, c'est un problème qui tient à cœur aussi l'ANC, la situation de ces détenus politiques-là. D'autres veulent voir la concrétisation de la parole du président du Conseil pour clore. Mais est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que vous y croyez qu'en fin d'année, ces détenus-là peuvent bénéficier de ces grâces, de ces élargissements pour retrouver leur domicile? Il faut dire que j'ai suivi le discours du président du Conseil devant le Congrès. Et je peux vous dire que j'étais déçu. Mais ce n'est pas la première fois où je suis déçu de ces discours. Ce qui m'a attristé, c'est que ce discours a été annoncé comme étant l'état de la nation, c'est-à-dire le bilan. Malheureusement, nous avons eu un projet de société du président du Conseil. Je ne vais pas... Mais sur le cas des détenus politiques, parce que sur plusieurs annonces ont été faites, mais... La question des détenus me préoccupe à plus d'un titre. Je sais les conditions dans lesquelles ils vivent là-bas. Même vous avez chaque fois qu'un jour passe, c'est une grâce pour eux. Parce que les prisons du Togo sont de véritables mouroirs. La vie humaine n'y est pas considérée. Et quand il s'agit des détenus politiques, des gens qui juste ont émis des opinions et qui se retrouvent en prison dans les conditions qu'on connaît, nos prisons du Togo, c'est déplorable. Si le président du Conseil
a fait cette annonce de libérer des détenus, et je crois que ça va concerner des détenus politiques aussi, je ne pense pas que cela soit une grâce présidentielle. Parce que ces gens-là ne devraient même pas se trouver là-bas. On ne peut pas commettre des erreurs et en voulant les corriger, dire qu'on fait un cadeau. C'est absurde. Et je crois qu'il va finir par entendre raison et accepter que chaque Togolais puisse faire sa part dans l'édification de la nation togolaise et les libérer pour qu'ils viennent travailler. Nous avons besoin de créer de la richesse dans ce pays. Ce n'est pas en maintenant les gens en prison que la richesse va se créer elle seule. C'est tous les Togolais qui doivent y participer dans cette création de richesse. Et nos frères qui se retrouvent en prison ont leur part à jouer. Je ne parle jamais de moi, de mon passage en prison. Parce que moi, c'est moi. Mais je sais la souffrance que ces gens endurent. Dieu m'a fait grâce d'être devant vous aujourd'hui, grâce à la ténacité de M. Jean-Pierre Fabre. Et vous savez ce qu'il a fait pour que nous soyons dehors. C'est pour cela que l'ANC ne baissera jamais les bras dans cette lutte pour la libération des détenus politiques. N'en déplaise à ceux qui veulent les voir mourir en prison. Voilà ce que je peux dire sur cette question. On va marquer la pause avec notre invité, M. Manti Kwame, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques Alliance nationale pour le changement. On va revenir pour évoquer ce transport monétaire aux ménages vulnérables lancé officiellement hier. 3,5 milliards seront mobilisés pour plus de 700 000 foyers vulnérables au Togo sur l'ensemble du territoire. La pause et puis on revient pour la suite de l'entretien avec l'invité. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu, nous sommes de retour en studio avec notre invité, M. Manti Kwame. Il est secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques à l'Alliance nationale pour le changement. Et justement, on va évoquer l'actualité. Hier, à ce moment-ci, à Gonzogo, grouillet de monde. C'est le lancement officiel de transfert monétaire aux ménages vulnérables. D'autres parlent de Novice Acte 2. Selon le gouvernement, plus de 700 000 foyers vulnérables vont bénéficier de cet appui financier. On parle de 25 000 francs par ménage. 3,5 milliards de francs CFA seront mobilisés pour cette opération sur l'ensemble du territoire en cette période de fin d'année. Le gouvernement pense soutenir ces familles vulnérables. Monsieur Manti, vous en tant qu'économiste, comment vous trouvez cette action du gouvernement? Il faut dire que c'est vraiment déplorable que le gouvernement togolais soit toujours à ce niveau de compréhension des besoins sociaux des populations togolaises. Si les Togolais sont pauvres, c'est la faute au gouvernement. Cela témoigne de la mauvaise gestion des richesses de l'État. M. Faure Gnassingbé, quand il était président de la République, il avait dit haut et fort que c'est une minorité qui s'accapare des richesses de l'État, de la nation. Et je ne crois pas que les 700 ménages-là, 700 000 ménages représentent la majorité des Togolais dont il faisait allusion dans ses propos. Et dire qu'il faut donner 25 000 francs à chaque ménage. C'est par mois ou bien c'est quoi? Parce que moi, je n'ai pas bien lu le truc là.
si c'est juste une seule fois, même une seule fois, ça ne veut rien dire. Vous savez combien de personnes il y a dans un ménage au Togo? Le plus petit ménage, c'est 3 personnes. Le père, la mère, l'enfant. Mais nous savons qu'il y a des ménages qui vont jusqu'à 10, 15, même 20. Et vous donnez 25 000 francs. Dites-moi concrètement, quel problème ils vont prendre ces 25 000 francs là pour résoudre? Ils se refusent d'aider les Togolais à se prendre en charge. Ils veulent que les Togolais paraissent comme des mendiants à qui on donne des petits trucs quand ça plaît au roi. Parce que M. Faure Gnassingbé se prend pour un roi. C'était l'objectif de cette 5e République. Cette nouvelle constitution. Vous voyez que je vais faire ce crochet-là. Le gouvernement qui est constitué, qui vient de prendre cette mesure-là, il n'est même pas fondé à le faire. Parce que rien n'autorisait M. Faure Gnassingbé à nommer ce gouvernement. Dans la Constitution de 92, il y avait des dispositions qui disaient comment nommer les ministres, qui les nomme. Dans cette nouvelle Constitution, qui nomme le gouvernement, les membres du gouvernement? Rien n'est dit. Donc, M. Faure Gnassingbé ne peut pas s'autoriser ce pouvoir. Ah non. Il ne l'a pas. Donc, tout ce que pose ce gouvernement comme acte est nul. Maintenant, dans le fond de ce qu'ils viennent de faire, tout le monde, tout économiste que vous allez interroger vous dira que c'est du saupoudrage. Il y a des axes qu'il faut toucher pour que cela ait plus d'impact. Quels sont ces axes-là? Il faut d'abord transférer la richesse en réduisant certains coûts sur l'essence, par exemple. Quand vous réduisez le prix de l'essence, vous réduisez au même moment le prix du transport. Et par là, vous réduisez le prix de certaines denrées alimentaires. Excusez-moi. Parce que le prix du transport est reporté sur le coût des denrées alimentaires. L'État peut également réduire le prix de l'électricité. Parce qu'on ne comprend plus toutes les taxes qui sont incorporées dans le prix de l'électricité. L'État peut réduire le prix des péages. Et vous verrez que sans avoir transféré directement de l'argent aux ménages, tout le monde en profite. Si vous avez 10 000 francs aujourd'hui, et que cela ne vous permet que d'acheter 2 bols de haricots, si on réduisait les prix de ces différents aspects que je viens de toucher, avec les 10 000, vous achèterez 5 bols de haricots. D'autres aussi parlent de prix, réduction des prix sur les gaz. Oui, quand je parle d'essence, je mets en même temps le gaz. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on chante du matin jusqu'au soir qu'on veut protéger l'environnement et on élève le prix du gaz. Avec quoi on va protéger l'environnement? Quand vous élevez le prix du gaz, les gens iront couper le bois pour faire le charbon de bois. Vous détruisez alors l'environnement. Et ce charbon de bois aussi coûte très cher désormais. Parce que c'est un travail difficile à réaliser. Donc du coup, vous ne permettez pas aux citoyens de vivre décemment. Tout porte à croire que ces 3,5 milliards là, c'est peut-être une partie seulement qui atterrira dans les mains de ces ménages. Parce que je ne peux pas croire
que le gouvernement ne sait pas que la meilleure façon d'aider les citoyens togolais, c'est de réduire les prix des biens de première nécessité que de transférer directement de l'argent. Ils le savent. Mais s'ils ont opté pour ça, c'est qu'il y a des mains noires qui vont en profiter. Nous connaissons notre gouvernement. Nous connaissons comment qu'on gère les biens publics dans ce pays. On sait. D'autres personnes bien nanties vont profiter. Mais en 2020, ce qu'ils avaient appelé novici, par après, il y a eu des informations qui ont couru que des gens ont perçu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça a été mal géré. Et parfois, ceux qui gèrent donnent à leurs parents. Même 10 fois, ils en donnent. Est-ce que vous connaissez la liste de ces ménages-là? Dans une république, il faut qu'il y ait la transparence. Il faut que la liste soit établie. Mais sur quelle base? On dit que ce seraient des critères de vulnérabilité identifiés de façon objective qui seront traités. Est-ce que vous connaissez ces critères-là? On va lancer un processus de transfert direct des fonds et après on va y définir les critères. Vous trouvez ça judicieux? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les chasse? Nous sommes vers la fin de l'année. Ils veulent être appréciés après avoir commis l'irréparable, voulant faire du président du Conseil le roi du Togo. Cette histoire de portrait, c'est pour dire que il n'y a pas de séparation de pouvoir dans ce pays. C'est M. Faure Gnassingbé qui a le pouvoir. Les autres institutions n'ont aucun pouvoir. C'est ce que cela signifie. Sinon, M. Faure Gnassingbé ne méconnaît pas l'importance de l'article 40 dans leur constitution. Il sait que ce n'est pas son portrait qui doit être. Mais c'est pour dire aux autres institutions, gare à vous, je vous ai à l'œil. Et après avoir fait ça, après avoir fraudé, on vient dire, on va vous envoyer 25 000 francs, 25 000 francs. C'est comme ce qu'ils font, cet anarque politique et social qu'ils font en disant qu'il y a la gratuité de l'école. À quel niveau se trouve cette gratuité? Mais vous pouvez compter le nombre d'établissements privés scolaires qu'on a au Togo. Mais ce ne sont pas des Togolais qui vont à ces écoles-là. Comment eux, ils profitent-ils de la gratuité? Et vous savez que pour créer un établissement scolaire au Togo, rien que pour retirer le formulaire, vous devez payer 100 000 francs. Et après, vous devez payer des sommes plus élevées, comme pour le préscolaire, je crois, 250 000 francs, 300 000 francs pour d'autres, et vous allez jusqu'à 400 000 francs. Et les promoteurs de ces écoles reportent ces dépenses-là sur les frais de scolarité. Et c'est les parents qui payent ces frais de scolarité-là. Et l'État se dit qu'il a rendu gratuite l'école. Non, c'est de l'arnaque. Monsieur Manti, c'est le moment d'avoir les réactions des auditeurs auditrices qui, depuis 7h20, nous suivent sur la 96.3 sur d'autres plateformes digitales. On prend M. Pelé qui est en ligne pour nous. Bonjour, M. Pelé. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, honorable Manti, bonjour. Bonjour, M. Pelé. Je pense que vous venez de dire tout ce qu'il faut dire pour que le PC comprenne. Je pense que tout ce que vous venez de dire par le portrait du président de la République, PC, tout ça là, je pense que le peuple togolais n'en a pas besoin. On sait que nous sommes au Togo, si c'est dans la 10e République ou pas. Tout ce que vous venez de dire par rapport à ce transfert de monétaire qui se passe, c'est pour dire que le RPT uni est abrogé. Il finit sa mission. C'est-à-dire, c'est un régime qui est paresseux. Allô, monsieur oui, Pelé.
Et soyez un peu courtois dans vos propos. Courtois par rapport... Oui, parce que... Oui, allô? Oui, ce sont des autorités. Il faudrait que vous soyez aussi quand même... Le régime n'a pas de vision. La vision, ce qu'on appelle vision, c'est un projet sur projet. Bon, quand on donne tout ce qu'il veut donner maintenant, bon, je pense que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour la confirmation. C'est-à-dire qu'il veut conserver le pouvoir. Mais qu'est-ce que l'opposition va faire? Qu'est-ce que l'opposition va faire? C'est ça qui est important pour nous. Qu'est-ce que l'opposition va faire? Merci beaucoup à vous, M. Pelé. Qu'est-ce que l'opposition doit faire en telle situation? Luc, bonjour. Bonjour. Je salue l'invité. Bonjour, M. Luc. Au fait, je veux réagir par rapport à ce qu'ils appellent le transfert monétaire. Et l'invité l'a si bien expliqué. Moi, effectivement, je ne sais pas le pourquoi. Quelle est cette façon de gouverner? Quelle est cette façon d'amener aux gens? C'est-à-dire, c'est de l'injure. Et cette injustice sociale aussi a été appréciée par certaines personnes. Il a si bien placé le mot parce que c'est un business pour certains camps. On ne peut pas dire sur près de 10 millions de Togolais, c'est 700 000 qui sont les plus vulnérables. Et voici le moment qui précis, c'est-à-dire on donne 25 000 aux gens pour aller tester, aller acheter des boissons pour faire. C'est-à-dire, bon, ça c'est quelle est cette manière de faire? C'est-à-dire, bon, ça veut dire quoi? Donc, on a compris votre préoccupation, Luc. Madame Si, vous êtes en ligne pour nous. Bonjour. Bonjour, c'est ici. Oui, Madame Si, vous êtes en direct. Comment fait-il que ce régime va user de la violence pour rester là, nous pourrir la vie, à détruire nos vies, et de 63, 90, 98, d'Awanana, jusqu'au comble de 2005, et ça sans réchigner, ça ne dit rien. Le corps judiciaire a démissionné et tout le monde est là. Les anciens, les personnes âgées aussi accompagnent ces dérives. Moi, je ne comprends pas. Comment le président user de la violence et puis détruire nos vies, et ça ne dit rien. Et là, vous allez remarquer qu'il ne vit plus ici. C'est-à-dire, il a perdu le pouvoir depuis longtemps parce que il a perdu. Maintenant, il est en voyage toute la journée, tout le temps. C'est qu'il n'a plus le pouvoir, il n'a qu'à lâcher, quoi. L'opposition a gouverné jusqu'à ce qu'on soit heureux depuis. est venu UFC depuis longtemps, 5 ans. Donc, Madame Essi, concrètement, vous n'avez pas d'apport ou bien de questions à notre invité. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Essi. Monsieur Mati, pas véritablement de questions pour vous, ne serait-ce que pour Monsieur Pelé. Lui, le quotidien des Togolais aujourd'hui, ce n'est pas quel portrait de l'administration, mais il demande qu'est-ce que l'opposition fait devant tout cet entama. C'est ce qu'il veut savoir. Non, je crois que M. Pelé n'a pas bien compris l'importance symbolique de la question du portrait. Quand vous ne pouvez pas respecter la loi, vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit de bon pour les citoyens. La loi est importante. C'est pourquoi elle est faite. Et nul n'est au-dessus de la loi. Quand quelqu'un se croit au-dessus de la loi, n'attendez pas de lui qu'il vienne vous servir. Il vous voit comme des métayers. C'est ce que nous voulons rappeler au président de la République et au président du Conseil, que le respect de la loi est fondamental. S'il peut, du moins si les deux peuvent comprendre qu'il faut respecter l'article 40, ce sera un début. Ce sera un début pour pouvoir satisfaire les besoins des citoyens togolais. Si M. Faure Gnassingbé, président du Conseil, ne respecte pas la présidence de la République, je ne parle pas de M. Sanvi de Tové,
Je parle de la présidence de la République. En tant qu'institution. Comment voulez-vous qu'il respecte les citoyens lambda et penser à lui donner les conditions de bonne vie? L'ANC n'ira pas quand même ramasser tous ces portraits-là dans les administrations. Pourquoi on le ferait? Pour mettre le portrait du président de la République. Nous sommes arrivés à la fin de l'entretien, M. Manti. Qu'est-ce que vous avez à dire rapidement en guise de conclusion pour les militants de l'ANC, pour le peuple togolais? Nous sommes vers la fin de l'année. Peut-être je n'aurai plus l'occasion de passer ici. Je voudrais vous souhaiter au personnel et à la radio, ainsi qu'à vos éditeurs et auditrices, bonne fête de fin d'année. Et profiter pour lancer aussi un appel au gouvernement pour qu'il lâche prise dans son intrusion intempestive dans la gestion des communes. Vous voyez, les secrétaires généraux des communes sont nommés par le gouvernement. C'est absurde. C'est absurde. Ça ne se trouve pas dans la loi. Quand les conseils ont été mis en place, ils ont envoyé une multitude de personnel. Ils devraient attendre que les conseils en fassent la demande. OK? Le gouvernement a fait en sorte que les budgets des communes et le budget de l'État soient dans une même caisse. Ce qui fait que certaines communes n'arrivent pas à payer à temps leur personnel parce que le gouvernement a pris ces fonds-là pour d'autres choses. Non, ils doivent rendre disponibles les fonds de ces communes-là. Ils ne doivent pas les approprier. Il y a des opérateurs économiques qui servent, qui rendent service aux communes et attendent d'être payés parce que le gouvernement a pris les fonds de ces communes-là pour son propre compte. C'est inadmissible. Et c'est ce qui se transparaît quand vous voyez des communes, parfois, elles sont sales, les poubelles ne sont pas ramassées. C'est parce que les opérateurs économiques sont en froid avec les communes, ne sachant pas que c'est le gouvernement qui empêche les communes de les payer. On aura le temps de revenir sur tous ces aspects-là, parce que les communes, c'est une idée géniale qu'il y ait la décentralisation. Afin que les citoyens se sentent concernés dans la gestion. Monsieur Manti, comme vous l'avez dit, on aura d'autres occasions pour revenir après le règlement intérieur. Aujourd'hui, c'est l'étape des budgets dans ces communes-là. 2026, nouveau départ. On reviendra pour voir pour cette deuxième mandature comment les 117 mairies fonctionnent réellement. Ce sera une autre occasion si tout va bien dans l'année 2026. Merci beaucoup à vous, Monsieur Manti Kwame, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques à l'ANC, d'être passé dans cette émission. Merci à Tebi Kondio qui a assuré la mise en onde. Le direct sur la chaîne YouTube de la radio, c'est avec Andrew à la réalisation. Mathias Sanji. Allez, portez-vous bien.